Voilà, je remercie donc la Fédération de Gladys Mondière de bien avoir voulu m'inviter. Je vais faire cette toute petite intervention en toute modestie parce que je vois que dans la salle, il y a beaucoup de personnalités qui ont participé activement à l'avènement du titre de psychologue et donc qui savent au moins autant que moi la dynamique dont il est question. Et mon intervention sera assez partielle, mais voilà, et peut-être partiale aussi, mais tout le monde pourra réagir à sa façon et à sa connaissance. D'autre part, je remercie Jean-Pierre Sueur, évidemment, de son intervention, qui, Jean-Pierre Sueur, m'étonnera toujours, parce que là, vous avez dit des choses déjà que je voulais dire, donc je ne les redirai pas, mais je vous en remercie. Et je crois qu'avec votre connaissance de la profession de psychologue, vous méritez quand même, par dérogation exceptionnelle, d'avoir le titre de psychologue. Ne vous en voulez pas. Bon, je vous comprends par certains côtés. Pour d'autres, nous, c'est notre histoire. Alors, comme l'a dit Gladys, enfin me l'a dit, attention, on n'est pas là pour parler du journal des psychologues. Mais ça va être compliqué un peu pour moi de complètement oblitérer la dynamique dans laquelle on s'est inscrit à ce moment-là, qui était effectivement la création d'une revue à partir des préoccupations de l'époque au sujet de la profession et pour des préoccupations qui nous étaient finalement personnelles. Alors quand je dis « nous », je parle essentiellement, évidemment, des gens qui nous ont accompagnés assez rapidement, et Armand Toiti, qui a dirigé le journal, et Patrick Cohen, qui est ici présent, avec qui on a fait ensemble notre maîtrise, qui s'intitulait « La place du psychologue dans les institutions ». Donc les choses étaient lancées déjà pendant nos études, parce qu'on était très préoccupés en tant que jeunes psychologues par les aspects paradoxaux d'une profession aux multiples visages, mais aux contours flous, assez peu définis, alors que l'exercice lui-même de la profession était malgré tout bien ancré dans les institutions et dans les lieux où, de manière plus générale, travaillaient les psychologues. Ce qui était perceptible aussi, c'était qu'il y avait une attente manifeste du côté d'une aide sensible à la souffrance psychique, alors réduite aux troubles psychiatriques, aux aspects déficitaires de la personnalité, sans une réelle prise en compte des potentialités des personnes en souffrance et dans une certaine indifférence du monde médical non psychiatrique, sauf évidemment exception, dans certains lieux, expériences, lieux d'accueil, maternité qui était dans l'avant-garde, mais évidemment ça avait valeur d'exemplarité et c'était vraiment l'exception. Alors, pour parler un peu du contexte de l'époque, il y avait quand même une discordance entre une certaine légitimité des revendications, qui étaient déjà présentes, salaire, dégagement du monde médical, réductionnisme des pratiques psychologiques, mais en même temps, l'absence quasi totale des interrogations sur la place des psychologues dans la société. Alors évidemment, il y avait des questions sur son rôle, ce qu'il peut apporter, mais c'est comme s'il y avait une disjonction entre la place sociale réelle et les interrogations cliniques. Il y avait des plaintes, évidemment. Un psychologue qui ne se plaint pas, ce n'est pas un psychologue. Mais il essaye de répondre quand même à tout ça. Mais pas la nécessité d'avoir une place sociale pour faire entendre, du moins en partie, ces plaintes. Alors tout cela passait par une reconnaissance tangible, réelle, et pas seulement par une tolérance, parce que déjà à l'époque on parlait des besoins, on avait notamment besoin de psychologues, je me rappelle à l'époque, dans les institutions pour pratiquer des tests, ce qui est tout à fait légitime, mais enfin souvent ça se réduisait à cette question-là. Donc finalement on était dans un contexte relativement accepté, un intérêt pour les pratiques, une indifférence pour la position réelle des psys. Il a donc fallu, je pense que le journal y a été pour quelque chose,
mais aussi beaucoup de syndicats et d'organisations, peut-être même en premier lieu, puisqu'ils étaient représentatifs, une volonté de changer les choses, mettre en place une cohérence et appuyer cette question essentielle qui était la reconnaissance de notre profession. On a rencontré beaucoup de résistance à l'époque, quand on a créé la revue, et beaucoup d'enthousiasme aussi. Les résistances venaient de certains puristes qui disaient qu'il ne fallait pas faire de la psychologie à l'américaine, parce que créer une revue, c'était faire de la psychologie à l'américaine, on n'a jamais trop su ce que c'était, et qu'il fallait créer un journal, par exemple, un journal comme Le Monde. Je me rappelle avoir fait une réunion à cette époque avec certains acteurs, et qui disaient il faut faire un journal comme Le Monde, voilà, etc. Bon, sans trop se poser la question des moyens. Donc on était dans ce paysage, un peu bancal, mais pas pour autant désespérant. Bon, il faut savoir que quand on n'a pas grand-chose à espérer, on a beaucoup d'espérance. Alors, rapidement. Excusez-moi, j'ai une petite insuffisance respiratoire qui s'est déclenchée il y a quelques jours et j'ai un peu de mal. Les dates, rapidement donc, les dates Princeps, c'était le projet, disons, à partir de 68, on va dire, hein, jusqu'en 85. Ça a d'abord été le projet de 1968-69, porté par Didier Anzieux, chargé de mission, auprès du cabinet de Liarfort. Il était déjà question d'ébaucher un statut légal de la profession, définir ce qu'était un psychologue, quels étaient les diplômes exigés, etc. En 1960, bon, ce projet n'a pas vu le jour, notamment, enfin, d'après ce que nous avait dit Didier Anzieux, par rapport à des questions de dissension au sein de la profession. Bon, ça, c'était tout à fait normal, mais aussi au sein des gouvernements, enfin, des représentants du gouvernement. En 1974, le Parti socialiste présentait aussi un projet de loi, enfin a ébauché un projet de loi avec l'idée d'un titre unique, bon, qui n'a pas été beaucoup plus loin. En 1979, il y a une commission qui s'est réunie, parce qu'il y avait quand même une activité importante de la part des organisations. Une commission commune qui s'est réunie entre la UPU et la SFP, et les travaux ont porté sur le statut des psys à travers le monde. Il était question de savoir comment ça se passait ailleurs, et un projet, toujours pareil, un projet de statut. En 1981, François Mitterrand, candidat à la présidence de la République, se dit favorable à une réglementation. Et ensuite, il y a la création, en 1981, de la Coordination nationale des organisations des psychologues, qui deviendra ensuite la NOP. Essentiellement, cette commission, cette coordination a réuni la UPU, la COF, la FPS, la SFP, le SNP et le SPEN. Il était question donc, déjà à ce moment-là, d'engager la question du titre, qu'il n'y ait pas une dénomination unique au niveau des psychologues, une définition du psychologue par sa formation et d'asseoir un code de déontologie. En février 1982, un avant-projet de loi a été déposé aussi, enfin a été constitué aussi, élaboré aussi, bon, qui était un peu sur les mêmes modes. Alors, on pourrait croire comme ça que les choses se faisaient facilement, en fait pas du tout. Par exemple, dès notre numéro 1 du journal des psychologues, c'est-à-dire en septembre, on avait fait un numéro 0 pour un numéro pilote, puis ensuite un numéro 1. Donc dès ce numéro 1, on avait parlé de cette question du titre. On a eu une attaque sur la volonté de réglementer la profession, où il était dit que c'était un projet corporatiste, réactionnaire, de mandarinat, etc.
Malgré tout, la solution à la question du titre était la résultante, enfin, la solution à venir, d'une équation complexe, mais avec des données relativement simples, reconnaissance par le public, mais aussi par ses pairs, par les professions adjacentes, par les patients, entamer la question de la problématique du chômage, parce que la question était de savoir comment on pouvait être reconnu si on n'a pas de travail, la question du remboursement, qui était déjà sur les tablettes à cette époque, et la question de l'ordre. Et aussi les universitaires, qui, suivant leur orientation, alors là je prends un peu des pincettes, ont été les uns très actifs, la majorité un peu indifférents à la question. En mars 1983, pour ceux qui se souviennent, il y a eu un rassemblement des psychologues important qui a été une journée de travail avec beaucoup de psychologues et ensuite une manifestation qui a été faite à l'initiative de la Coordination nationale des psychologues, journée centrée sur l'étude du titre et ensuite effectivement une manifestation dans la rue. À l'époque, les médias parlaient très peu des psychologues et c'est passé complètement inaperçu au niveau de la diffusion de cet événement. Bon, je passe sur un certain nombre de détails, mais il faut savoir que, en ce qui concerne le journal, c'est là que nous avons ébauché en juin 1983 le forum des psychologues avec l'avenir des pratiques psychologiques. Et la question s'est posée de l'ébauche d'un mouvement professionnel. Là, les médias en ont rendu compte et nous avons annoncé le deuxième forum, l'ouverture sur la société, qui a réuni 700 personnes. Respiration. En janvier 1984, nous avons constitué un dossier à partir d'une enquête réalisée avec l'ensemble des organisations de psychologues. En est ressorti 3 projets. Les 3 projets soutenus par l'ANOP, donc cette commission qui est devenue l'ANOP, la proposition d'un statut par le CNRSPP, syndicat des psychologues praticiens, et le projet des PsyG, groupement syndical des praticiens de la psychologie. Ce qui est intéressant, pour passer un peu sur différents détails dont on pourra reprendre, mais c'est que le titre de psychologue devait advenir pour ces 3 organisations princeps. Il devait être protégé. Les choses variaient par rapport aux conditions de formation. Pour l'ANOP, c'était 6 ans, dont un an de stage, avec une application du code de déontologie. Pour le CNRSPP, c'était plus proche de ce qui est advenu, c'est-à-dire un 3e cycle, mais plutôt sur 5 ans. Pour le PsyG, alors là, pour le CNRSPP, il n'y avait pas de règlement du secret professionnel, ce qui est important, et pas de code de déontologie spécifique. En tout cas, c'est ce qui était demandé. Et pour le PsyG, titre de psychologue agréé sur des modalités et conditions d'habilitation, cursus de 5 ans, etc. En avril 1984, nous avons publié, sous forme d'échange, un échange tout à fait intéressant, avec le conseiller technique, M. Tanguy, je pense que Jean-Pierre Sueur doit s'en rappeler, et qui nous a... alors je dis qu'il est intéressant parce que je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui quand on rencontre des conseillers techniques, mais quand on l'a rencontré, M. Tanguy, il était d'une ouverture assez rare, et il ne connaissait pas trop la situation des psychologues. Il avait déjà rencontré quand même quelques organisations, les princeps à l'époque, et il avait besoin d'éclaircissement. Donc, ce qui était une interview au départ est devenu un échange mutuel sur qu'est-ce que le psychologue, comment ça se passe, etc. Et en fait, il était ouvert à toute
comment dire, à toute recherche de comment s'effectuer l'exercice de la profession. Pardon ? Oui, je suis là. Ouais, okay. Donc, pour aller plus vite, donc après différents moments de concertation, je passe, là aussi on reprendra, et reprendront les personnes qui en savent au moins autant, sinon plus que moi. Une loi s'annonce du côté des pouvoirs publics. Jean-Pierre Sueur en a parlé. Et celle-ci sera énoncée lors du Forum des psychologues à Cannes. Alors je rectifie, le Forum des psychologues, c'était par le journal. Et ensuite, donc, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez été d'abord à Cannes. Bon, on était un peu plus de 1000 personnes rassemblées, annoncer donc la loi qui devait incessamment paraître. Et ensuite, vous avez été, donc, vous-même et Jordina Dufoy, au congrès du SNP qui avait lieu à Marseille. On a eu un sandwich offert par le préfet. Oui. Et nous, on ne vous a rien offert, du coup. Ah, vous êtes parti. Enfin, vous vous souvenez bien du sandwich, c'est déjà ça. Hein. Donc, bon, je passe sur la loi puisque vous en avez parlé longuement. Peut-être un tout pour conclure. Enfin bon, après, quand même dire qu'il a fallu attendre mars 1990 pour avoir les décrets d'application, ce qui a été long, ce qui a provoqué, disons, entre 85 et 90, pas mal de manifestations, de pétitions, comment dire, de psychologues tout simplement qui s'inquiétaient du fait que si on continuait à attendre, après, je crois que c'est au bout de 10 ans qu'une loi qui n'a pas ses décrets, enfin en tout cas c'était comme ça à l'époque, est annulée, quoi, en quelque sorte. Donc il commençait à y avoir un peu d'urgence. Donc la loi, on la connaît, vous en avez parlé, hein, voilà, obtention d'un DVSS, diplôme de licence et maîtrise obligatoire de toute façon, quelles que soient les formations antérieures, ou DEA, parce que là il y avait eu la grosse question du DEA qui était un diplôme de recherche avec obligation de stage pratique et par voie un peu complémentaire, un diplôme délivré par le CNAM et le diplôme délivré par Psychoprate à l'époque. Sur la question de psychologue scolaire, je crois que vous en avez longuement parlé. Simplement, juste en 30 secondes, on a eu quand même l'impression, à l'époque, là aussi ça pourrait être, qu'il y avait quand même des choses qui se faisaient en parallèle, qui ont fini par se regrouper, se rejoindre. Du côté du journal, qui était quand même très très soutenu par ses lecteurs et par les psychologues, et parfois un certain nombre d'organisations qui travaillaient plutôt en parallèle. Les deux colloques qui ont lieu le même jour dans la même région, ou qui ont obligé donc Madame la ministre et Monsieur Sueur à faire l'aller-retour, enfin plutôt l'aller que le retour, en sont l'exemple. C'est depuis toujours. Je pense qu'on pourra peut-être en reparler d'ailleurs dans la table ronde d'après. Voilà. Ce que je veux dire aussi, juste, c'est que, en ce qui nous concerne, pour ceux qui ont participé ou ceux qui en ont le souvenir, voilà, nous avions mis en place les forums de psychologues, il y en a eu 22, qui étaient là aussi une émanation de ce désir que le psychologue se rencontre, pas uniquement dans le cadre de telle orientation ou référence professionnelle ou telle organisation syndicale, qui avait toute leur légitimité évidemment, mais qui est une rencontre ouverte.
Et cette rencontre ouverte s'est doublée d'une rencontre ouverte sur le public, puisqu'on a mis en place les forums de la psychologie, les entretiens de la psychologie, ça s'appelait à l'époque. Bon, ça a été repris, le titre a été repris pour d'autres choses par la FPP. Et ça a été aussi d'écouter en direct les préoccupations des psychologues. Donc, je crois que là, je vous ai relaté certains faits. Vous pouvez tout à fait les contester, ou en tout cas, surtout les compléter. Mais je crois que quand même, c'est une période qui a été importante et sur lesquelles, période qui a assis qui a consolidé la profession et sur lesquelles on en tire encore les bénéfices, malgré les difficultés, effectivement, qui persistent. Voilà. Donc, d'une certaine manière, quand vous parliez de l'amendement qui concerne les cimetières, on peut dire qu'à ce moment-là, les psychologues ont été ressuscités. Merci.